Vision libre, une vision libre de la diversité. Je vous rappelle que nous sommes avec ZAM TV en collaboration avec Diaspora Chuchote à Radio Campus. Et nous recevons aujourd'hui deux personnes de la plateforme Prévention SIDA. Il s'agit de Nicolas et de Seydou. Je vais vous appeler par les prénoms. Bonjour. 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 Alors, le sida, c'est vraiment le mal du siècle. C'est-à-dire que je ne sais même pas où on en est. Au niveau de, on commence à trouver des prémices de solutions, notamment avec la PrEPS, et également avec certains traitements qui sont moins lourds qu'avant, mais on n'a toujours pas vraiment éradiqué ce mal. Et donc, la forme la plus efficace de prévention reste le dépistage, ça reste le préservatif qui est sûr à 100%. Et vous êtes là justement pour nous parler de ce qui va se passer entre du 22 au 29 novembre. Donc, cette grande campagne de dépistage. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas se faire le test du sida et par peur et tout, ça reste encore quand même la maladie stigmatisée, la maladie de la honte. Et vous êtes, c'est quoi votre rôle finalement? Merci de nous avoir invités. En fait, notre rôle principal ou nos objectifs principaux, c'est de continuer la sensibilisation au niveau du VIH-Sida et toutes les autres IST aussi. Donc, au niveau de la plateforme Prévention SIDA, c'est des formations qu'on donne, c'est des sensibilisations pour le grand public, c'est du matériel qu'on distribue, des préservatifs gratuits ou d'autres matériels, des brochures pour faire passer l'information. Effectivement, comme vous aviez dit tout à l'heure, par rapport à la stigmatisation qui est collée au VIH et la maladie VIH-Sida, c'est donner les informations pour que cette stigmatisation-là, elle ne soit plus à l'ordre du jour. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le mal du siècle, mais c'est un mal comme les autres, comme toutes les autres maladies. Et donc, on passe l'information pour que la population sache actuellement où en est-on là avec l'épidémie. Certes, comme vous aviez dit, le préservatif reste le plus approprié pour la prévention parce que ça le protège non seulement contre le VIH, mais aussi contre les autres IST. Mais la prise en charge de la maladie du sida actuellement a beaucoup évolué. Actuellement, on parle de la prévention combinée, c'est-à-dire qu'en plus du préservatif, il y a d'autres méthodes qu'on met en avant pour aussi contribuer à la prévention. C'est notamment le dépistage, dont on va aujourd'hui parler, notamment avec la European Testing Week qui démarre du 22 au 29 novembre prochain et qui va couvrir au niveau de la Belgique, de Bruxelles, plusieurs lieux, plusieurs quartiers dont on va y revenir. Mais aussi, c'est la PrEP aussi, c'est des traitements, pour faire simple, des traitements qui existent, qu'on peut prendre à l'avance avant de s'exposer au risque, qui est bien encadré aussi pour certains publics exposés à risque. On reviendra là-dessus aussi, peut-être en détail pour mieux expliciter. Voilà, on est là aujourd'hui, toujours pour continuer dans la même lancée, de faire passer l'information, de sensibiliser les gens pour que effectivement, cette discrimination est réduite pour se dire qu'il n'y a pas de raison de continuer à stigmatiser les gens. Justement, Nicolas, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette stigmatisation? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous organisez comment? Par rapport à la stigmatisation, mais déjà, on essaye... En ce qui concerne la communauté africaine, on essaye vraiment de visibiliser aussi cette communauté, que ce soit dans les campagnes que nous faisons, parce que nous on se rend compte. Donc vous êtes spécialisé pas seulement par rapport à la communauté africaine? Non, pas spécialement. On s'occupe, c'est le grand public. Déjà, nos campagnes visent le grand public. Mais alors, on ne veut pas léser certaines communautés. Donc, les communautés les plus touchées aussi, on s'est rendu compte que les communautés africaines sont pourquoi les plus touchées. Parce qu'on se rend compte en Belgique que les migrants sur l'Afrique subsaharienne, spécialement, et enfin, ils ont un parcours un peu différent du public gay, qui est aussi un public beaucoup plus touché par le VIH. Donc en Europe, le public gay est beaucoup plus touché que le public hétéro. En Belgique spécialement. En Belgique. Dans les autres pays en Europe, ça je ne sais pas, mais en Belgique, le public gay... Donc en fait, le public gay, et d'autant plus le public gay de la communauté noire est beaucoup plus touché encore. Non, le public gay... En général. En général. Oui, mais là, tu as dit la communauté africaine. La communauté africaine vient en second lieu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des chiffres, statistiquement, ce qu'on a, des recherches qui ont été faites, il y a deux populations clés qui sont touchées au niveau de la Belgique. En premier, si on prend la population générale, ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
au niveau de la Belgique. Et en deuxième lieu, dans la population hétérosexuelle, c'est la population subsaharienne. Mais il faut préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que la population subsaharienne vient de pays à haute prévalence. Peut-être qu'ils viennent avec le VIH déjà, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les recherches montrent que leur contamination se fait ici en Belgique ou dans leur parcours migratoire. Comment vous expliquez ça? Cela s'explique par plusieurs aspects. Un, parce que une des hypothèses, c'est qu'ils sont beaucoup plus dépistés ici. Donc, si on ne dépiste plus, on découvre beaucoup plus que le contraire. L'autre hypothèse, c'est que aussi le parcours migratoire va avec plusieurs sortes de violences qui fragilisent la personne qui émigre et donc qui peut être contactée à la fois par le VIH et d'autres maladies aussi. Nous faisons des animations dans les écoles, nous faisons des animations, on va dans des lieux de rencontre, partout, les gens peuvent, partout on trouve que les gens peuvent se rencontrer et qui peuvent avoir par la suite peut-être une autre rencontre beaucoup plus intime. Donc, on essaye vraiment d'aller auprès des gens pour essayer vraiment de les sensibiliser, de donner des informations de base. On sait que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas toujours le temps, les gens sont pressés, alors nous, on va vers les gens vraiment pour essayer de les sensibiliser par rapport... Oui, mais sensibiliser sur quoi? C'est ça que je veux dire. Ouais, pour compléter juste la question que vous voulez dire, on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que les modes de transmission pour le VIH, il faut des rapports sexuels non protégés, il faut qu'il y ait un contact sanguin possible entre une personne qui est atteinte du VIH avec le sang d'une autre personne. Il faut qu'il y ait une femme qui est enceinte, qui n'est pas traitée. La transmission peut se faire via la transmission mère-enfant, surtout pendant l'accouchement, ou l'autre possibilité, c'est pendant l'allaitement. Tous les autres actes du quotidien, c'est-à-dire serrer la main, embrasser quelqu'un, se doucher avec quelqu'un, manger avec la même cuillère, dormir avec la même personne sur le même lit ne transmet pas le virus du VIH. Et autre chose aussi c'est-à-dire pour qu'il y ait transmission du VIH, il faut qu'il y ait des liquides contaminants. Les liquides contaminants, c'est le sperme, c'est aussi les sécrétions vaginales ou anales, c'est le sang, c'est le lait maternel. Tous les autres, la sueur et autres, ne transmettent pas. Si le moustique, un moustique qui pique quelqu'un qui a le VIH, qui pique une autre personne qui n'a pas le VIH, ne transmet pas parce que le moustique n'est pas un vecteur de transmission du VIH. Et le virus du VIH, il ne vit pas très longtemps à l'air libre. Donc ça, c'est très bien que vous le rappelez. C'est ce qu'on fait aussi dans les sensibilisations qu'on fait. Malheureusement, comme vous le disiez tantôt, il y a des personnes encore qui sont dans les années 90-90 qui ne croient même pas à l'existence du VIH. Ils disent que c'est une invention ou que c'est une punition de Dieu. Et ce sont ces genres de choses-là qu'on essaie de déconstruire. Aujourd'hui, la prise en charge du VIH n'est pas ce qu'elle a été dans les années 90. Aujourd'hui, on parle du TPE, on parle de la charge virale indétectable, où la personne qui est sous traitement, qui est bien traitée, à un certain moment, elle ne peut plus transmettre le VIH. À quel moment? Au bout de 6 mois, si la personne suit et répond favorablement à son traitement, avec des tests qui sont faits et qu'on arrive à ce qu'on appelle le taux de charge virale indétectable, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va mesurer le taux de virus qui se trouve dans le sang. En gros, si on arrive à moins de 20 copies, parce que si une personne est infectée par le VIH et qu'il dans son sang, la charge virale, elle peut atteindre des millions de copies du virus. Et on parle de charge virale indétectable si les copies, le nombre de virus est en dessous de 20. Et à ce stade-là, des études ont été faites et c'est prouvé que la personne ne peut plus transmettre le virus du VIH. Mais il faut une condition. La personne doit savoir qu'elle n'est pas guérie, elle doit continuer à vivre son médicament. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, on a plus de peur que de mal. Les gens ont peur, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez assez de moyens pour vraiment sensibiliser toute la couche de la population? Et quand je dis la couche de la population, je parle de tous, que ce soit les Occidentaux, les communautés noires, les jeunes, parce que je ne sais même pas si les jeunes utilisent les préservatifs. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous avez assez de moyens? Est-ce que l'État vous donne assez de moyens? On est subventionné, mais évidemment, il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas tous les moyens pour faire tout ce qu'il faut. On a la communauté française, on a les ministères de la Santé et d'autres donateurs privés qui nous subventionnent. En général, je ne pense pas que tout le monde est au courant de par exemple, la PrEPS. J'ai parlé de la PrEPS à un médecin, il a sauté au plafond. C'est vrai que l'information, il y a beaucoup de choses à faire. On a des outils au niveau de la PrEP. Au niveau de la PrEP, c'est quoi pour les auditeurs qui ne savent pas aussi? C'est de savoir qu'au niveau de la prise en charge du VIH, il y a ce qu'on appelle la PrEP, c'est un traitement préventif que
certaines catégories de la population qui prennent des risques énormes par rapport à la santé. C'est pas donné à tout le monde. Non, non, c'est pas parce que je vaux la PrEP que je vais le faire, parce que si pour prendre la PrEP, il y a un médecin qui est formé, qui va faire une analyse, un entretien avec la personne pour évaluer le risque, et c'est en fonction de cela qu'on décide si on va mettre la personne. Il n'y a pas seulement les populations à risque qui sont sujettes au sida. Oui, ça mais par rapport à tout le monde. Oui, mais par rapport on parle de la PrEP. On ne parle pas d'autres choses. On parle juste de la PrEP. C'est dommage que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Oui, donc il faut être prostitué. C'est pas prostitué. On peut être prostitué aussi. Chacun est libre de. J'ai dit donc il faut juste avoir plusieurs partenaires pour en profiter. Il faut avoir plusieurs partenaires. Il faut, si on a exposé à certains risques d'autres maladies qui peuvent favoriser le développement ou le risque d'attraper le VIH, il faut avoir des pratiques qui sont répétées à un niveau de risque. Donc, il y a certaines catégories de population qui sont beaucoup plus ciblées sur ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le TPE, c'est le traitement post-exposition, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on prend un risque quelconque, au bout de 48 heures, c'est un peu, entre guillemets, pour faire simple pour les auditeurs, c'est la pilule du lendemain, en gros. Mais ça ne doit pas dépasser les 72 heures. C'est-à-dire quand on prend un risque, avant les 72 heures, on peut aller aux urgences et un médecin qui est formé va faire une analyse du risque qui a été pris et tout. Et s'il juge nécessaire, avec l'accord de la personne, on peut la mettre sous traitement pendant 28 jours, au cas où le risque qu'elle avait pris, la personne était séropositive, comme ça, elle ne va pas être infectée. Bon, on va revenir à la Testing Week, donc c'est Nicolas qui va parler de ça, donc du 22 au 29 novembre. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce qui va se passer du 22 au 29 novembre? On va sillonner certaines communes de la ville de Bruxelles avec un très beau camion noir bien je vais vous repérer alors. On sera vraiment repérable. Donc voilà, on va se placer dans certains endroits, dans certaines communes, à Saint-Gilles, à Anderlecht, à Mille-Bruxelles et Axel, à Molenbeek aussi et à Moucron. Donc, on sera du côté de Matonga aussi on sera vraiment repérable. C'est pour inviter les gens vraiment à se faire dépister. Et c'est la période où les gens se dépistent aussi vraiment parce qu'on approche vraiment du 1er décembre qui est la journée du mondial de lutte contre le sida. Et c'est pas le seul jour où on fait ce dépistage, mais c'est la période où vraiment on peut avoir le plus de personnes possible pour se faire dépister. Donc, c'est vraiment important que les gens se fassent dépister et on sera là pour qu'ils viennent se faire dépister gratuitement. Vision libre, une vision libre de la diversité.